Nous sommes en 2020. Dans un obscur forum est publiée une fanfiction érotique mettant en scène les animateurs du podcast Radio Dixie, Le Guise et Jean-Baptiste Deodati, dit Baptiste Marchais, dit Bricot, dit Bench, dit Cigars, dit Petit Bat. Ce texte, alternativement nommé One Bench to Cigars ou Radio Dix selon les versions, est considéré comme un des lost médias francophones les plus terrifiants. Cela fait longtemps que quelques personnes s'organisent pour essayer de retrouver cette fameuse nouvelle. Et il s'avère que depuis hier soir, le texte a été retrouvé. Attention, avant que vous n'écoutiez ce qui arrive, sachez que ceci peut provoquer traumatisme, éruption cutanée, vomissement et décès chez les plus sensibles d'entre vous. Maintenant que vous l'a prévenu, voici un extrait lu par un caméo. Oh, en fait non, je vais pas faire ça. Une parodie de Feldup en 2025, mais tout le monde l'a déjà fait. Même Feldup l'a fait, c'est dire à quel point c'est dépassé. Où j'en étais, ouais. Ouah. Merde, y'a quelqu'un? Eh oh! Bon bah au moins j'ai encore ma caméra, donc je peux tourner la vidéo et prier pour qu'il y ait du réseau ici. Est-ce que vous aimez avoir peur? Sur le papier, personne n'aime avoir peur. C'est une réaction désagréable de notre corps pour fuir un danger qui n'a parfois pas lieu d'être, et à l'échelle d'une société c'est parfois même assez néfaste. Pourtant, il s'avère que certains fêlés, dont je fais partie, apprécient grandement des œuvres d'art et objets culturels spécialement conçus pour nous faire ressentir de tels sentiments négatifs. C'est ce qu'on regroupe dans la catégorie horreur, terme contemporain, mais qui peut contenir des objets culturels datant depuis le début de l'intelligence humaine, quand l'homme a commencé à raconter des histoires. Dans cette vidéo, nous désignerons comme horreur toute œuvre ayant pour émotion la peur, compris comme une des 4 émotions primaires, sous toutes ses formes et ses dérivés, y compris sa déclinaison, le dégoût. Car oui, il n'y a que 4 émotions primaires, le dégoût est un dérivé de la peur et Pixar vous ment depuis tout ce temps. Donc on comptera aussi bien les films d'épouvante dans leur large étendue, que les jeux vidéo avec des jumpscares, le roman gothique du 19e siècle, les peintures de Bosch, de Bacon, de Goya, du Caravage, les contes des frères Grimm, les vidéos TikTok avec des fantômes, ou même les dessins de prédateurs sur le mur des cavernes. L'horreur est parfois mal vue dans les milieux académiques et chez les élites culturelles. Je vois là un rejet dû à une idée de l'art qui, en tant que propre de l'humain, devrait s'adresser à une certaine vision de l'intellect, plutôt qu'à des émotions primaires, animales. Ces préjugés touchent également la comédie, qui s'adresse à la joie, et dans une moindre mesure le mélodrame, qui s'adresse à la tristesse. Je n'ai pas trouvé d'équivalent pour la colère, si ce n'est regarder CNews, vraiment ça me fout en rogne à chaque fois. C'est une réalité plus sournoise que tous les virus, plus dangereuse que toutes les épidémies, plus contagieuse aussi que toutes les infections, mais elle est rarement évoquée et encore moins prise au sérieux. Cette réalité, ce sont les forces du mal. C'est du journalisme total. Aujourd'hui, bien des œuvres horrifiques sont considérées comme légitimes, mais cela demande en général un long processus durant lequel les œuvres passent par la case contre-culture. Exemplairement, il y a 50 ans, si tu disais qu'un jour les nouvelles d'H.P. Lovecraft seraient éditées à la Pléiade, on t'aurait peut-être ri au nez, ou plus vraisemblablement demandé c'est qui ce gars? Personne ne connaît ton auteur de geekos, espèce de loser! Alors évidemment, c'est un préjugé. Toute l'horreur, comme tout l'humour, ne s'adresse pas seulement au cortex reptilien du spectateur. Il y a des œuvres nuancées, subtiles, intelligentes. Mais c'est souvent pas à ça qu'on pense quand on dit horreur. Les gens qui disent ne pas aimer l'horreur, alors oui, il y en a qui existent, mais parfois c'est juste qu'ils ont une vision biaisée du terme, et qu'ils excluent du champ de l'horreur ce qu'ils aiment. Genre oui, Psychose, Shining, Le Silence des Agneaux, tout ça, c'est pas vraiment de l'horreur. Bah ouais, si en fait. En réalité, ces registres viscéraux comme l'horreur ou l'humour sont de la culture à l'état pur, car comme dit l'adage, si on veut savoir ce qui se passe dans un pays, il n'y a qu'à regarder ses films d'horreur. C'est dans la culture horrifique qu'on décèle ce qui fait peur aux gens, que ce soit ceux qui la font ou ceux qui la consomment, et par extension, ceux qui tirent en horreur une société tout entière. Alors, je vais le dire tout de suite une bonne fois pour toutes, l'horreur est éminemment politique. Et il ne s'agit pas de dire qu'il y a une bonne ou une mauvaise façon de produire une œuvre horrifique. Au contraire, ça n'est même souvent de la subversion de la doxa morale. Seulement, il faut avoir conscience de ce qu'on raconte. N'est-ce pas, Damien Léon? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui l'imaginaire horrifique? Comment actualise-t-on nos anciens mythes pour créer de nouvelles peurs adaptées à notre temps? En somme, comment Feldup peut-il avoir un tel succès? Je suis Skull Kid, bienvenue dans les bois perdus. Ouais, bien perdu là même. Le cinéma d'épouvante est quelque chose de très ancien. En général, on fait remonter ça à Georges Méliès et à son film Le Manoir du Diable, sorti pour Noël 1896, peu après le premier anniversaire de la première projection publique organisée par les Frères Lumière. En Amérique, au temps du muet,
On peut trouver des traces de films représentant des monstres hideux, souvent joués par Lon Chaney, l'homme au sans visage, le plus connu étant l'adaptation du Fantôme de l'Opéra par Robert Julian en 1925, qui contient ce qui était à l'époque un des jumpscares les plus terrifiants de l'histoire du cinéma, attention aux âmes sensibles. Je suis choqué. Quand sont arrivés le son synchronisé et les grands studios d'Hollywood, une entreprise en particulier va se faire une réputation de ces films d'horreur. Il s'agit d'Universal. C'est ainsi que tout un corpus de films mettant en scène des monstres, souvent adaptés de romans fantastiques, sort sur les écrans dans les années 1920 à 1940. On appelle ce regroupement les Universal Monsters. Dracula, Frankenstein, le loup-garou, l'homme invisible, l'étrange créature du lac noir, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, la momie, et leur palanquet de suite, deviennent des incontournables de la série B. Alors la série B, dans son sens de l'époque, ce sont des films plus courts et moins chers, produits plus vite, dans des genres moins considérés, qui étaient projetés dans des doubles programmes avant des films de série A plus prestigieux. Ce choix d'adapter ce corpus de texte pour en faire la production horrifique de toute une industrie de cinéma soulève quelques observations. Systématiquement, la peur passe par une figure d'altérité, un monstre au sens littéral qui donne en général son titre au film. C'est quelque chose qui se faisait beaucoup au début d'Hollywood, la peur de l'autre, avec un grand A, avec comme effet d'unifier les communautés des États-Unis comme une seule nation, contre l'autre. Dans les westerns, ce sont les Indiens, dans les films de guerre, les nazis, dans les films d'espionnage, les soviets, et dans les Universal Monsters, ce sont les monstres. Cette notion d'altérité se retrouve dans l'apparence des monstres jusqu'à leur accent, mais également dans leur pouvoir, et aussi dans leur morale, bien évidemment. Il existe sûrement des exceptions, mais avec la morale puritaine de l'époque et le code de censure hollywoodien, c'était difficile de faire plus nuancé. Alors il y a bien le cas de la créature de Frankenstein, qui n'est pas foncièrement mauvaise, mais ça se limite au premier film, et bien vite on veut lui faire tuer des trucs. Au passage, l'interprète de la créature de Frankenstein et de la momie, Boris Karloff, est en réalité britannique, et s'appelle William Pratt. Mais sans doute qu'un nom à consonance russe, ça faisait plus peur. Ce label Universal Monsters va devenir une marque, une licence, une IP, et même un des premiers univers partagés étendus. Les monstres vont se rencontrer, s'affronter dans pléthore de suites, et ça va pas forcément bien marcher, après-guerre, ils seront réduits à des adversaires du duo comique Abbott et Costello. La première franchise zombie de l'histoire du cinéma ? Possiblement. Hollywood et Universal vont se désintéresser de leurs figures historiques et vendre la plupart du catalogue des Universal Monsters au studio britannique Hammer Film, qui va réaliser un nouvel univers étendu, remake, en couleur, mais qui ne durera pas non plus des décennies. Aujourd'hui, tout ce panthéon monstrueux a quitté le domaine culturel de l'horreur pour celui du folklore un peu amusant, un peu vieillot. Les adaptations premier degré récentes tentent de s'écarter de la représentation un peu vieillotte des Universal Monsters. Et sinon, il y a des pastiches, comme Monster Squad ou Hotel Transylvanie. Et d'ailleurs, dans Hotel Transylvanie premier du nom, en plus de Dracula, de l'homme invisible, du loup-garou et tout ça, il y a Quasimodo de Notre-Dame de Paris. Un clin d'œil au fait qu'il est considéré comme un Universal Monster pour avoir été joué par Lon Chaney en 1923. En somme, l'épouvante que suscitaient ces personnages s'est peu à peu dissipée à force que le public ne s'habitue à leur présence et à leur code. Comment avoir peur de ce qu'on connaît par cœur ? Les vieilles idoles, vous le savez, sont faites pour être remplacées, et après l'âge d'or vient le nouvel Hollywood, une période plus nuancée et désabusée sur le narratif de son pays, qui s'est évidemment aventuré sur le terrain de l'horreur. Les choses avaient déjà commencé à bouger avec l'essor d'un cinéma plus indépendant, comme par exemple les productions fauchées de Roger Corman, dont tous ces mecs-là sont des anciens employés. Le fait d'être dans un circuit de distribution confidentiel leur permet une plus grande liberté, même si la plupart du temps c'est juste de l'exploitation assez bas de gamme. Mais à partir de la fin des années 1960, certaines œuvres vont marquer durablement leur public et restent encore aujourd'hui comme des classiques. Les Innocents, en 1961, et Le Carnaval des âmes, en 1962, apportent un style onirique qui désoriente le spectateur. La Nuit des morts vivants, en 1968, invente la figure du zombie moderne et le propos politique qui va avec. Et surtout, il y a Massacre à la tronçonneuse, en 1974. Ce petit projet à destination des drive-in devient un phénomène mondial et un des films d'horreur américains qui aura fait le plus couler d'encre aux exégètes de tout poil. La modernité au cinéma apporte l'idée que les règles classiques peuvent être brisées ou contournées si cela sert un propos. Et vous vous doutez bien que le cinéma d'horreur va s'amuser de ça pour dérouter le spectateur, pour le mettre mal à l'aise, en jouant avec ses habitudes. Ajoutez à ça la fin de la censure du Code Hays, l'essor des mouvements contestataires et de leurs reflets néoconservateurs, et l'ombre de la guerre du Vietnam qui plane sur tous les Américains, les cinéastes s'en donnent à cœur joie. Par exemple, un des films cultes de cette période est L'Exorciste de William Friedkin, sorti en 1973. L'horreur n'y est plus représentée par une figure d'altérité s'attaquant au bastion de la norme, mais elle se glisse dans les interstices du foyer moyen. Dans L'Exorciste, le mal prend possession d'une fillette, la figure même de l'innocence, et s'amuse à corrompre le noyau familial de l'intérieur. Ce qui fait peur, c'est le comportement changeant des adolescents, c'est l'absence de figure paternelle, c'est la perte de foi d'un prêtre face à la mort de sa mère,
C'est l'incompréhension des hommes face à l'absurdité de leur monde. Et c'est aussi un peu la décoration intérieure des années 70, mais je doute que ce soit du fait des créateurs du film. On n'est pas bien là avec notre bon papier peint jaune. En 1978, Halloween de John Carpenter devient le plus grand succès financier pour un long métrage indépendant et propulse sur le devant de la scène un nouveau genre, le slasher movie. Ces histoires de tueurs en série masqués aux armes blanches deviennent le gros de la production horrifique des années 1980. Il y en a quasiment un nouveau tous les 15 jours. C'est un cas compliqué tant on a souvent été tenté de tous les ranger dans la catégorie fantasmeréaque, étant donné le fait qu'ils montrent en général des jeunes aux mœurs libérales, voire libertines, se faire massacrer par le tueur de manière fun pour le public, comme s'ils étaient punis pour leur péché de chair. Heureusement, tous les slashers ne sont pas vendredis 13, et on trouve dans le lot des exemples plus nuancés. Il est à noter que cette mode prend en compte non seulement l'évolution culturelle du nouvel Hollywood, mais aussi l'actualité, dans les tueurs en série qui défraient la chronique depuis Charles Manson en 1969, deviennent fatalement des icônes culturelles dont on peut faire des cosplays. L'âge d'or du slasher s'éteint peu à peu, et on peut le comprendre tant inonder le marché d'œuvres fabriquées à la pelle qui se ressemblent toutes n'est pas le meilleur moyen de garder le public à long terme. Vient ensuite le 21e siècle, et en l'an de grâce 2001, les États-Unis sont attaqués sur leur propre sol par des fanatiques barbus. Ah non, moi c'est les radiations. La censure étant toujours de moins en moins présente, les Américains passent leur nerf et exorcisent leurs désillusions en produisant des films toujours plus sombres, glauques, violents, graphiques. C'est la mode du gore et du film de torture. Je vais me passer de détails pour les plus sensibles d'entre vous, sachez juste qu'on essaye de pousser au maximum les limites du dégueulasse montrable à l'écran dans des films grand public. Encore aujourd'hui, des vidéastes mid s'en servent pour faire des vidéos interchangeables avec les mêmes icebergs sur des films identiques. Et évidemment, cette démarche mène à un plafond de verre, surtout quand les Européens entrent dans la danse, et que sort en 2010 un Serbian Film de Serdan Spasojevic, et en 2011 The Human Centipede 2 de Tom Six. On peut pas faire pire au bout d'un moment. C'est un peu l'équivalent cinématographique de quand un mème est repris par un politicien et signe son arrêt de mort immédiat. A noter également dans les années 2000 la mode des remakes de films plus anciens, qui a vraiment commencé en 2003 avec Massacre à la tronçonneuse de Marcus Nispel, et après on a vu des nouvelles versions de Zombies, des Griffes de la Nuit, de Halloween, de Vendredi 13 et de tout ça. Vous l'aurez compris, à Hollywood et aussi partout ailleurs, l'horreur fonctionne par cycle en fonction de ce qui impacte la population. Examiner la production horrifique d'Hollywood d'un moment donné, c'est comme voir un instantané des peurs qui traversent la société états-unienne. La peur de l'altérité, comme dans Dracula. La peur du remplacement de la norme, comme dans L'Invasion des profanateurs. La peur de la confrontation entre deux mondes qui ne se comprennent plus et s'entre-dévorent dans Massacre à la tronçonneuse. La peur des tueurs au sein même du voisinage, dans Henry, portrait d'un serial killer, ou dans Les Griffes de la Nuit. Hollywood étant une usine à médias de masse très importante, ce constat est particulièrement relevant, mais cela peut se voir dans n'importe quelle production de n'importe quel type de média, dans n'importe quel pays, à n'importe quelle époque. Et puis arrive une révolution médiatique. Ah, ça y est, ça capte. Vous me voyez venir, ce changement drastique dans la façon de produire et de consommer des médias, c'est bien évidemment Internet. Bravo, vous êtes sur Internet. Ouais, allô Fulgence ? Tu peux voir comment on retourne dans les front rooms ? Je te cache pas que c'est plutôt urgent. Quoi ? Bah demande à Doctissimo, je sais pas. Félix Dupuis, dit Feldup, est un artiste français né en 2002, qui produit des vidéos et de la musique depuis très tôt dans sa vie. Aujourd'hui, il cumule plus d'1,6 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube, popularité principalement due à son émission Findings, qui s'attarde sur des mystères et des éléments effrayants ainsi qu'à Internet. Si vous n'êtes pas habitué à la culture YouTube, ou que vous ne la connaissez que de surface, bah déjà bienvenue, installez-vous, vous allez voir on est sympa, mais aussi vous ne connaissez peut-être pas Feldup. Alors sachez que ce type est une putain de rockstar. Certains vont trouver que j'exagère, mais vraiment, je suis persuadé qu'on peut parler d'artistes cultes sans sourciller, notamment chez les moins de 25 ans. C'est le genre de créateur qui met Internet en pause quand il sort une vidéo, tant tout le monde regarde dès la sortie, et en parle après comme à l'époque des derniers épisodes de What the Cut. Il a énormément influencé de nouveaux créateurs, au point de créer une niche horreur dans le YouTube francophone, et tous ses gimmicks sont repris comme des mèmes. C'est pas pour rien que cette vidéo commence par une parodie de Feldup. Je suis sûr que rien qu'aux premières notes de la musique, 90% d'entre vous avaient déjà compris la blague. Feldup est tout simplement rentré dans la culture populaire et ça me bute. Non pas que le fait qu'un youtubeur puisse avoir du succès me surprenne, et franchement il y a des chaînes beaucoup moins marquantes qui ont au moins le double de son nombre d'abonnés, mais surtout que Feldup ne joue pas le jeu. Depuis l'essor de la création vidéo web comme moyen d'expression, beaucoup de jeunes créateurs se sont lancés et se sont demandé comment obtenir une audience. Et c'est là que sont arrivés les fameux conseils pour percer. Conseil que pour certains je ne suis pas, et ça se voit à mes stats. Par pitié, abonnez-vous. Vous les connaissez, c'est toutes ces idées reçues sur ce qui marche actuellement. Il faut parler de ce dont tout le monde parle déjà, dans des vidéos qui durent moins de 20 minutes, avec un montage rapide, des miniatures qui attirent l'œil, notamment celle du sacro-saint algorithme,
dont les voix sont impénétrables mais dont la faveur donne accès à plein de vues et donc de fric. J'ai bien entendu, on vient de parler de pognon. Eh bien Feldup, il fait pas ça, et pourtant ça fait un carton. Et je pense même que c'est parce qu'il fait l'inverse de ce qu'il faudrait faire que ça marche à ce point. De toute façon, personne ne peut savoir à l'avance si un média va avoir du succès ou pas, et si un producteur vous dit le contraire, méfiez-vous, soit c'est un menteur, soit il est trop orgueilleux pour être vraiment compétent. Ce que propose Feldup est tellement rare et original qu'il crée une demande au lieu de suivre une tendance. Et c'est pas le premier à faire ça, pensez à Alt 236 par exemple. Avec son succès à partir de sujets de niche, il a offert une nouvelle visibilité à toute une culture jusqu'à-là ignorée, comme par exemple les travaux de l'artiste Alan Resnick. Hey! Today we're going to be making a 3-tiered pot, and that's with clay. Parce que, comme au cinéma, l'horreur existe depuis les débuts d'Internet quasiment. Laissez-moi donc vous raconter une petite histoire. Ok, alors c'est l'histoire d'une jeune femme qui passe une nuit seule à la maison avec son petit frère. Avant d'aller se coucher, ils entendent parler de l'évasion d'une psychopathe paraplégique en fauteuil roulant. La nuit, un bruit résonne et le petit frère de la narratrice demande à dormir sous son lit pour être protégé. Elle s'endort, bien qu'elle continue d'entendre des bruits étranges. Et là, le lendemain, elle se réveille et découvre son frère mort et une fenêtre détruite. Et elle comprend que la tueuse a pénétré chez elle en brisant la vitre avec son fauteuil, puis s'est hissée en rampant à l'aide de couteaux jusqu'à sous le lit, où elle a pu assassiner le gamin avant de s'enfuir. Fin. Voilà les bribes de l'histoire dont je me souviens. Elle est pas ouf, hein, elle est bourrée de clichés et d'énormes incohérences, mais elle m'avait terrifié pendant au moins une nuit. Dans son essai Anatomie de l'horreur, l'écrivain Stephen King appelle ça des récits de terreur, des histoires qui ne s'adressent pas à l'intellect, mais à l'instinct animal de préservation, et qui n'ont pour but que la peur brute. Cette histoire que je viens de vous raconter, comme tant d'autres, est une creepypasta. Ce terme désigne des récits partagés sur divers supports internet ayant pour but d'effrayer celui qui les lit. Et si parfois ça ne volait pas très haut, l'évolution de cette culture a permis, parfois, de véritables œuvres de qualité d'émerger. Exemple. Écrit à la première personne sous forme de note de blog, le récit sobrement intitulé 1999 suit un narrateur, Elliot, qui raconte que quand il était enfant, il découvrit une chaîne de télévision locale à très peu de moyens. Il décrit alors les étranges émissions jeunesse qui passaient sur ce canal, qui, on le comprend bien vite, est l'œuvre d'un psychopathe qui attire les enfants avec des émissions pour on sait pas trop faire quoi. Le show présentait un type dans un costume d'ours qui recevait chaque jour un nouvel invité dans sa cave. Toujours un enfant. L'émission était filmée avec un caméscope, et de toute évidence, pas un très bon caméscope. La police m'a posé beaucoup de questions au sujet de cette émission. Le Slenderman est un monstre assez similaire au Grossman du folklore germanique. Créé en 2009 par un utilisateur portant le pseudonyme de Victor Surge, via 2 photomontages aux légendes aussi succinctes qu'énigmatiques, sa popularité est telle qu'elle donne immédiatement une web-série, The Marble Hornet, qui elle-même donne l'inspiration à pléthore de jeunes créateurs à travers le monde, dont Feldup d'ailleurs. On notera également la présence des jeux vidéo Slender The 8 Pages, puis The Arrival qui entérine le succès. Aujourd'hui un peu dépassé, on ne trouve plus rien sur le sujet. Mais il a indéniablement influencé le paysage culturel, comme le prouve cette liste de trucs inspirés par Slenderman trouvée sur Wikipédia. Plus récent est le succès indéniable des backrooms, des images représentant des images dites liminaux, à la fois familiers, mais aussi dégageant quelque chose de vaguement malsain. On trouve plusieurs créations autour de cet univers, des jeux vidéo évidemment, mais aussi plusieurs œuvres audiovisuelles, et un wikidot d'univers collaboratif. L'idée étant que ces backrooms seraient une sorte de coulisses de la réalité, un univers déformé dans lequel on peut tomber en passant à travers celle-ci. Et vous, c'est quoi le truc qui vous a le plus effrayé sur internet ? Dites-le moi en commentaire. Et toi Fulgence ? Comment ça le tatouage de poisson fécond ? À partir de là, il n'est pas risqué de dire que le succès de Feldup vient de la popularisation de cette culture qui était ignorée jusque-là mais qui existait bel et bien. Une sorte d'égérie de l'ère post-geek auquel les jeunes d'aujourd'hui peuvent s'identifier, qui change un peu des nerds à l'ancienne qu'on avait sur YouTube, qui étaient parfois bloqués dans les années 80-90. Une des caractéristiques propres à ces esthétiques est le jeu avec les différents médias. Les œuvres sont ainsi présentées sous forme de fausses vidéos, de faux billets de blog, ou de faux jeux vidéo, qui corrompent leur code ou ont le pouvoir d'interagir avec la réalité. Quel enfant n'a jamais eu peur que le jeu auquel il joue ne se mette à interagir directement avec lui, brisant la frontière entre fiction et réel ? Et bim, ainsi naissent Valverde ou Ben Drowned. La série Local 58 se présente elle comme des vidéos informatives sur VHS qui virent progressivement au cauchemar. Elle fait partie d'un sous-genre, l'analog horror, qui suit ce principe avec plus ou moins de rigueur. Mais une des niches les plus surprenantes est toute la communauté de création horrifique autour de Super Mario 64. It's me, Mario! Nintendo no tanoshimi wa mugen nai desu. Super Mario 64
est un jeu vidéo sorti en 1996 ayant eu un énorme impact. C'est un jeu tout mignon, tout coloré, où Mario, pour la première fois en 3D, doit chasser les étoiles cachées dans des mondes, eux-mêmes dissimulés dans le château de la princesse Peach, qui, je vous le donne en mille, s'est fait enlever par Bowser. Des milliers d'enfants y ont joué à travers le monde. Pour certains comme moi, c'est peut-être leur premier contact avec leurs jeux vidéo. Et pourtant, quelque chose ne va pas dans Super Mario 64. Et pas seulement au niveau de la maison hantée qui effrayait certains enfants avec ce putain de piano. C'était quelque chose de plus profond, de plus diffus, que l'on ne percevait pas tout de suite avec le château qui nous servait de hub central. Ces couloirs que l'on finissait par connaître par cœur à force de les arpenter seuls, vaguement familiers, et pourtant truffés de secrets, où l'on avait parfois l'impression d'y être observé. Des années plus tard, des exégètes parleront d'espaces liminaux, trouveront des détails inexpliqués dans le jeu, voire le relieront à la mythologie maçonnique, je vous jure, c'est un vrai bail. Et c'est des années plus tard qu'on s'est rendu compte qu'on est énormément à avoir fait des mauvais rêves autour de ce jeu. Il n'en fallait pas plus pour que l'imagination des créateurs soit stimulée. On a vu fleurir des illustrations, des musiques, des textes, des vidéos, et même d'autres jeux sur ce principe. Genre cette image. Cette image est un chef-d'œuvre d'horreur, si on me le demande. De cette porosité entre le familier et l'inconnu résulte un sentiment d'inconfort tout particulier. Et ce qui est fort, c'est que c'est ce sentiment qui fait surgir l'horreur, alors qu'aucune menace n'est clairement identifiée. C'est une autre caractéristique de cette horreur, le fait de jouer sur le non-dit, sur l'inexplicable et sur l'inexpliqué. Au contraire, dans les films d'horreur hollywoodiens à succès, il y a de très intéressant qu'à Halloween. Le slasher séminal de John Carpenter raconte comment un homme, Michael Myers, est le mal incarné, une absence qui n'a d'autre but que de semer la mort autour de lui. Sauf qu'étant donné le succès du film, il n'a pas fallu attendre pour avoir pléthore de suites et de remakes qui viennent expliquer le pourquoi du comment. Dans la première série de suites, Myers était le jouet d'une secte et devait traquer les membres de sa famille pour révéler son plein potentiel. Dans les remakes, signé Rob Zombie, c'est un habile renversement qui se joue, Michael étant un enfant malheureux qui accumule de la colère avant de devenir le tueur que l'on connaît. Et puis il y a une nouvelle suite portée par David Gordon Green, qui ignore tous les films sauf le premier. Oui, je sais, c'est le bordel dans la continuité, mais c'est un peu la base dans le cinéma d'horreur américain. Si le Halloween de 2018 pouvait être intéressant, ces suites Halloween Kills et Halloween Ends ne font que surappuyer les thématiques du film original en y faisant référence sans cesse, avec une volonté de montrer que le réalisateur est un bon élève de Carpenter. Tout ceci a nui à l'aura du film de 1978, qui a perdu de son intérêt esthétique, en quelque sorte délavé par la culture de masse, à force de réutilisation. Au contraire, les artistes qui font l'horreur internet sont beaucoup moins soumis à des obligations commerciales. Ce sont, avec leur public, les seuls maîtres à bord. Et quand public et producteurs se mélangent pour former des univers collaboratifs, comme SCP ou les Backrooms, c'est encore plus le cas. On peut penser qu'on est dans un système plus harmonieux entre les artistes et les consommateurs culturels. Ce serait bête, vraiment bête, que des corporations viennent essayer de surfer sur ce qui marche sur Internet sans vraiment comprendre, non? Et oui, il y a un twist! En 2012 sort The Tall Man de Pascal Laugier, un film d'horreur renommé The Secret en France, parce que pourquoi pas, reprenant vaguement de loin des idées issues du mythe du Slenderman. Probablement un clin d'œil de la part d'un réalisateur indépendant, réputé connaître les milieux horrifiques un peu underground. Mais c'est surtout en 2018 que les choses s'emballent, avec la sortie du vrai film Slenderman, réalisé par Sylvain White. Pourquoi tous les films Slenderman sont réalisés par des Français ? C'est une question qui mérite d'être posée. C'est ma France, tu touches pas mes costards, mes tentacules, mes enlèvements d'enfants. Quand je parle d'adaptation officielle, on n'est pas sûr que ce soit vraiment exact. On ne sait pas à quel point Victor Surge a touché des droits d'auteur, si ce n'est d'avoir son nom dans le générique. Car il n'est probablement pas protégé pour avoir fait 2 photomontages il y a 15 ans. Et du coup, j'ai regardé ce film pour préparer cette vidéo, et quelque chose m'a frappé de stupéfaction. Une horrible révélation s'est dessinée devant moi en me laissant pantois. C'est pas si mal en fait. Alors c'est pas terrible, c'est un film d'horreur banal avec des adolescentes peu caractérisées, elles regardent un truc qu'il ne fallait pas regarder accessible en 3 clics, et se font hanter par le Slenderman avec des scènes qui font monter la sauce et puis qui font boue, et qui s'avèrent être des rêves la moitié du temps. Et pourtant, il y a, je trouve, quelques trucs à sauver pour un film qui accumule les mauvaises critiques, comme le Slenderman accumule les abductions. Le travail de la photographie est vraiment extraordinaire pour un film de cet acabit. La lumière est impeccable, et l'idée d'avoir un arrière-plan constamment flou qui ne nous permet pas de distinguer les silhouettes est parfaitement à propos. Le directeur de la photographie, Luca Del Pupo, travaillera ensuite pour Glass et pour Green Book. De même, on retrouve à la musique Ramin Djawadi, qui compose aussi ça. On se demandait alors pourquoi tant de bruit et tant de haine pour ce film qui n'est pas le pire de la production horrifique hollywoodienne actuelle. Et je pense que c'est une histoire de sincérité et de compréhension du mythe Slenderman.
Le film fait de ce concept qui était si fort quelque chose de banal, démystifie le personnage. Le fait par exemple de voir la créature en plan serré, de la voir marcher, de voir ses mains qui sont évidemment monstrueuses, mais la rend plus palpable et donc moins mystérieuse. Et surtout le film passe son temps à expliquer les règles de Slenderman de manière beaucoup trop précise. Oui, c'est paradoxal par rapport à ce que prendrait un théoricien random du scénario, mais s'il ne faut pas que les règles soient trop floues, le fait d'expliquer comment marche le Slenderman le rend moins menaçant. La dernière réplique du film, c'est littéralement un monologue qui nous explique que le Slenderman fonctionne de telle manière, qu'il aurait fallu faire ceci plutôt que cela, pour éviter qu'il n'agisse comme ça. Bon, vous voyez où je veux en venir. Le Slenderman n'est plus cette présence indicible, tapée dans les bois, faisant grésiller les appareils électroniques et ayant des motivations obscures. Et à la fin, ça devient n'importe quoi, la forme finale de Slenderman avec des tentacules arachnoïdes. En entrant dans la culture populaire de toute une génération, Slenderman était déjà devenu banal. On le voyait dans énormément de fiction au point d'être un cliché. Toute sa mythologie commençait à être connue de tous, et les jeux vidéo devenaient des usines de let's play à sensations fortes. Slenderman a connu le même sort que Freddy Krueger, Dracula ou Cthulhu, des personnages à la base horrifiques au premier degré, mais qui à force de nouvelles versions perdent son aura mystérieuse qui faisait sa force, et dont on finit par faire des cosplays et des Funko Pops. Et ça c'est inévitable, une peur finit forcément par être surmontée quand on passe du temps avec l'objet de notre répugnance. Et ce film, dont on peut sentir l'opportunisme à des kilomètres avec sa grosse énergie How do you do fellow kids, n'est que la partie brillante et spectaculaire de la mort d'un phénomène culturel. Du côté d'Hollywood, si on a toujours des formules éculées et de vieilles franchises qui tournent en rond, le cinéma d'horreur nous offre de belles propositions chaque année. Alors par contre, je refuse catégoriquement d'employer le terme Elevated Horror. C'est même dans l'horreur que l'on trouve un vivier foisonnant de jeunes cinéastes parmi les plus prometteurs aux États-Unis. Robert Eggers, qui réactualise de façon moderne de vieux mythes, comme Nosferatu, la sorcière dans The Witch, ou bientôt le loup-garou. Jordan Peele, lui, renoue avec l'horreur critique politico-contestataire des années 1970, en se plaçant comme un héritier de George Romero. Et bien sûr, mon chouchou Ari Aster expérimente sur ses névroses, comme dans son traumatisant Hérédité. Récemment, le film Skinamarink a la réputation d'employer correctement les codes de l'horreur internet. Il faut dire aussi que son réalisateur Kyle Edward Ball vient de YouTube, où il réalisait des courts-métrages adaptés de cauchemars qu'on lui racontait en commentaire. D'ailleurs, moi-même, dans cette vidéo, je me sers de l'esthétique des backrooms et je ne fais que déprécier son aura. Que dirait Walter Benjamin? Ah mais t'étais là en fait! Tu m'as pas vraiment cherché! En vérité, je pense que l'horreur est un genre qui a besoin, déjà, d'être régulièrement renouvelé, et surtout qui a besoin pour marcher de sincérité. C'est cette sincérité sans faille pendant des années qui a fait de Feldup la star qu'il est aujourd'hui. C'est elle qui a émerveillé les internautes devant les créations du Slenderman, des Backrooms, de 1999, de SCP, de Valverde, et même des œuvres plus décriées comme Jeff the Killer ou The Painter. The Painter qui est d'ailleurs pas une super série, mais je ne sais pas par quelle alchimie, elle marche parfaitement sur moi, genre vraiment cette image me choque comme c'est pas permis. Cela est aussi ce qui fait qu'il est difficile de rester positivement dans les mémoires quand on est un producteur hollywoodien qui croit naïvement pouvoir se faire du succès facile en recopiant des formules préétablies sans les comprendre. L'horreur est un style profondément intime qui nécessite de donner de sa personne. Et ça veut pas dire qu'il faut être particulièrement névrosé pour faire de la bonne horreur. Regardez Junji Ito, c'est une crème ce mec. Dans cette vidéo, nous sommes penchés sur deux manières d'appréhender l'horreur. L'une plutôt mainstream et l'autre encore plutôt confidentielle. Le but n'est pas de les opposer, mais d'élargir ses horizons à partir de ce point de départ. Alors déjà, il n'y a pas qu'un seul Hollywood et qu'un seul Internet, loin de là, j'essentialise un peu. Par exemple, l'horreur Internet est particulièrement influencée par des films d'horreur japonais des années 90, ce qu'on appelle la J-horror, avec des films comme The Ring ou The Grudge. Je vous encourage à chercher là-dedans, il y a de vrais bangers. En résumé, n'ayez pas peur d'avoir peur ni de faire peur. C'était Skull Kid, merci de m'avoir suivi dans les bois perdus. Et maintenant, Fulgence, qu'on a terminé, ça te dirait une partie de notre jeu vidéo préféré? Ouais. Par contre, j'ai supprimé une partie pour faire de la place. Tu sais, celle de l'ancien propriétaire, celui qui est mort en se noyant, là. J'espère que ça va pas poser problème. Fulgence! Un bench, 2 cigares. Chapitre 1. Baptiste s'adonnait à la coupe du bois à la hache. C'était bien mieux que les outils électriques, qui ne reposaient pas assez sur la force brute d'un homme seul contre le bois. Au moment où le Guise sortit de sa caravane, simplement vêtu d'une fine robe de chambre laissant transparaître ses tétons, Baptiste, qui ne l'avait pas entendu, enleva son t-shirt kaki, laissant transparaître son torse viril couvert de sueur. Le Guise sentit quelque chose se coincer dans sa gorge face à tant de testostérone. Quand Petit Bat se retourna pour saisir un cigare, leurs yeux se croisaient, aussi féroces que tendres. Le Guise ne put s'empêcher de rougir légèrement en tournant la tête. Son ami décida alors de prendre les choses en main, plantant sa hache dans la fente d'un tronc de chêne texan qui, comme chacun sait, était bien plus solide
que les arbres européens. Il embrasa le bout de son énorme cigare et se dirigea vers le fier libertarien qui, prenant son courage à deux mains, releva la tête. Sans un mot, Baptiste toucha la foisonnante moustache de son partenaire de podcast. Le Guise sentit son cœur s'emballer. D'un seul geste agile, il retira la ceinture de son peignoir qui vient s'écraser à ses pieds. « Est-ce que tu penses, commença-t-il, qu'être homosexuel est compatible avec... » Chut, lui répondit délicatement le gaillard texan en reposant son doigt puissant sur ses frêles lèvres. Ils s'embrassèrent langoureusement. Au début intimidé, le Guise prit même le lead du projet, comme le vrai entrepreneur qu'il était au fond de lui. Puis, ils se séparèrent en se tenant la main. Un silence passa, brisé par une exclamation du Guise. « Baptiste, quand est-ce que tu m'encules ?